Bonjour à tous. Je remercie beaucoup le comité d'organisation, en particulier Louis-Marie Desroches, de m'avoir demandé de venir présenter les urgences chirurgicales. Je me suis permis de les centrer autour de deux symptômes parce que sinon, je pense que vous n'aviez pas envie d'entendre parler de la chirurgie pendant toute la journée et qu'on termine à 22 heures. Donc je me suis juste permis de centrer cette présentation sur deux symptômes que vous voyez très régulièrement dans votre pratique quotidienne, que sont la dyspnée et la douleur thoracique. La douleur thoracique et la dyspnée, c'est des choses que vous voyez régulièrement. Vous êtes appelé très régulièrement pour l'association de ces deux symptômes. Et moi, je me suis permis simplement de faire un petit résumé des fois où j'ai passé les nuits au bloc opératoire et je vais vous en faire un petit peu le descriptif. Quand on a une douleur thoracique et une dyspnée, fréquemment, on a cette situation-là. On a aussi une troponine positive et un électrocardiogramme modifié. Donc on a un infarctus du myocarde, comme c'est absolument typique sur ces électrocardiogrammes, que ce soit avec élévation du segment ST ou sans élévation du segment ST. On n'a pas toujours ces électrocardiogrammes. On a parfois une douleur, une dyspnée, une augmentation de troponine et un électrocardiogramme un peu plus bâtard. Mais on va quand même faire de l'aspirine, bien sûr, du Brilique, de l'Arixtra, pourquoi pas des anti-G2B3A, et puis. Et vous voyez mes cernes. Là, aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi j'ai des cernes comme ça. Donc ensuite, le patient arrive à la coronarographie. Voilà. Et fort heureusement, fréquemment, on a ces lésions qui sont extrêmement accessibles à l'angioplastie. Et nos angioplasticiens sont très doués et ont de très bons résultats. Ils obtiennent des résultats aussi magnifiques que celui-là ou que celui-là sur ces lésions de type A, extrêmement propices à l'angioplastie. Ouf! Mais parfois, aïe, 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 non, c'est pas bon, parce que là, on a des lésions qui sont absolument diffuses et qui ne sont pas aussi propices à une angioplastie. Alors, on a des outils, en particulier le Syntax Score, et en particulier le Syntax Score Calculator, qu'on peut avoir sur son smartphone, et qui nous permet de prédire parfaitement, en fonction de l'anatomie des coronaires, d'un certain nombre de données cliniques, comme l'âge, la fraction d'éjection, l'insuffisance rénale, etc. Deux choses. D'une part, le MACE à 4 ans, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un décès ou un accident cardiovasculaire dans les 4 ans avec les deux techniques, pontage coronaire et angioplastie. Et on a même maintenant, avec le Syntax Score 2020, on a accès à la mortalité à 4 ans, à 5 ans et à 10 ans. Et donc, on peut tout à fait, de manière tout à fait fiable, prédire le pronostic du patient qui vient d'arriver sous Brilique, aspirine, Arixtra, et puis. Alors, à ce moment-là, va se discuter la prise en charge du pontage coronaire. Est-ce qu'on lui fait des pontages sous circulation extracorporelle, comme c'est le plus souvent, ou à cœur battant en cas de risque majeur, en particulier de dysfonction VG sévère, ou en cas de risque global, un patient qui est à très haut risque. On sait que la mortalité, quand on le fait à cœur battant, est diminuée de moitié, même si on préfère quand même la chirurgie sous circulation extracorporelle pour des raisons de perméabilité de greffon, parce qu'on sait qu'à 5 ans, la perméabilité est un tout petit peu inférieure à cœur battant par rapport sous CEC, de l'ordre de 1 à 2% de moins de perméabilité. On utilise préférentiellement les artères mammaires parce que la perméabilité de l'artère mammaire est de l'ordre de 90% à 10 ans et 80% à 20 ans. C'est la Rolls-Royce du pontage. Ça marche très bien et très longtemps. Depuis environ 5 ans, des études ont montré que la radiale donnait des résultats un tout petit peu meilleurs que la veine. Et donc, nous, on a, depuis 1 an et demi, depuis les recommandations européennes, switché notre deuxième greffon, enfin notre troisième, puisqu'il y en a 2 mammaires, notre troisième greffon sur la radiale, alors qu'avant, on était sur la veine.
Donc en pratique, les patients ont, en dehors des contre-indications du prélèvement radial, que sont un test d'haleine négatif, qui, à ce moment-là, traduit une arcade palmaire qui n'est pas perméable et qui donc expose le patient, après le prélèvement radial, à un risque d'ischémie de la main. Donc on vérifie que le test d'haleine est satisfaisant. Et donc en dehors de ces contre-indications et l'insuffisance rénale, bien entendu, puisqu'on peut avoir besoin de la radiale pour faire des fistules. Donc quand on n'a pas de contre-indication, eh bien, on utilise la radiale. Ensuite, le quatrième greffon, ce sont les greffons Safen, et ça nous permet de faire tous les pontages dont on a besoin. Alors parfois, aïe, aïe, ouïe, 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 c'est pire encore que ce qu'on avait imaginé. Ce n'est pas un coronarien tritronculaire qu'il va falloir revasculariser par pontage, mais c'est une dissection aortique. Alors là, c'est la catastrophe. Le malade, il a reçu un extra brilique. Parfois même, il a été fibrinoïsé parce qu'il sus décalait. Hein, évidemment, il avait une dissection de la coronaire droite. Il avait tous les signes électrocardiographiques. Mais là, patatras, c'est une dissection aortique. Et il va falloir, à ce moment-là, l'opérer. À partir du moment où on a une atteinte de l'aorte ascendante, ce qui va être le cas quand on a des modifications électriques, évidemment, on appelle ça à ce moment-là une dissection de type A, avec atteinte de l'aorte ascendante. C'est une chirurgie qui est absolument indispensable, immédiate, puisqu'on sait que la mortalité après le diagnostic est de 2% par heure. Donc chaque heure de retard, c'est 2% de plus. Donc c'est une urgence absolue. On pousse le malade en salle, on fait le moins possible d'examens, et ensuite on fera le bilan lésionnel à l'ETO, ou éventuellement en passant par le scanner si ça ne retarde pas la chirurgie. On va s'intéresser donc à sauver la vie du patient. Le patient, il va mourir de 3 choses: d'une dissection des coronaires, de l'insuffisance aortique aiguë ou de la rupture intrapéricardique. On va donc traiter la racine, on va remplacer l'aorte ascendante, on va traiter la valve aortique s'il y a une fuite. En général, on fait une plastie, on resuspend les commissures, on fait une plastie de la jonction sinotubulaire. Et de plus en plus, on va s'intéresser à la crosse aortique, que l'on va traiter aujourd'hui de manière très agressive avec du matériel qui a l'avantage d'allier à la fois une prothèse conventionnelle avec une endoprothèse. Et ça nous permet de traiter une partie de 10 à 15 cm après l'anastomose distale. On peut la mettre dans l'aorte descendante ou, comme ici, dans l'aorte ascendante. Et on a même développé au CHU de La Réunion, en collaboration avec 2 autres équipes métropolitaines, une technique où on fait ça en normothermie, sans arrêt circulatoire, et on fait un remplacement complet de la crosse, un pontage des 3 troncs supraortiques, et ça en normothermie avec un arrêt circulatoire de 2 à 3 minutes. Alors parfois, le malade qui a eu la douleur thoracique et la dyspnée, il vient aussi, il est plus ou moins hémodynamiquement instable et il souffle. Alors il souffle parfois de manière continue, et on a, ce que l'on a vu il y a 3 mois pile, chez monsieur M, une CIV post-infarctus dont le pronostic est évidemment catastrophique à court terme. La mortalité est de l'ordre de 100% à 15 jours quand la CIV est importante, comme pour monsieur M qui avait une CIV qui faisait plus de 2 cm. Il va falloir donc l'opérer en catastrophe et faire la technique que l'on utilise à La Réunion, c'est-à-dire 2 patchs. Un patch du côté gauche, après ventriculotomie gauche. Vous pouvez voir sur cette photo, on ouvre carrément en plein infarctus le ventricule gauche, et on va coudre un premier patch du côté gauche, et on va mettre également un deuxième patch du côté droit, à ce moment-là, en passant par voie transtricuspide, sans ouvrir le ventricule droit, parce que ces malades-là, ils meurent du ventricule droit. Pourquoi ils meurent du ventricule droit? Parce que la CIV a explosé le ventricule droit, ils se sont retrouvés avec une pression systémique à l'intérieur du ventricule droit, et très rapidement, le ventricule droit va devenir défaillant. Jusqu'à il y a quelques années, on les opérait en urgence et on avait une mortalité de l'ordre de 90% par défaillance droite. Aujourd'hui, on n'a plus cette mortalité parce qu'on fait de manière systématique une sortie sous assistance circulatoire fémoro-fémorale, ce qui permet de décharger le ventricule droit et de laisser au ventricule droit le temps de récupérer pendant quelques jours. En général, on l'explante au bout de 2, 3, 4 jours. Et ça a été le cas de M. M, qui a eu des suites extrêmement compliquées, qui est resté 3 mois et demi à l'hôpital, mais qui a fini par sortir vivant.
Alors parfois, ce souffle, ce n'est pas un souffle continu, c'est un souffle systolique très important, et on a à ce moment-là une deuxième complication de l'infarctus du myocarde. Donc là aussi, hein, c'est la vraie vie, c'est l'insuffisance mitrale aiguë massive que l'on attribue soit à une rupture de pilier, comme ici, urgence absolue, puisque c'est très souvent accompagné d'un choc cardiogénique. Parfois, on peut les stabiliser avec un ballon de contre-pulsion, parfois pas. Parfois, il faut le pousser en catastrophe au bloc et lui mettre une assistance même parfois avant d'arriver au bloc. Parfois, ça n'est qu'une dysfonction de pilier, comme par exemple cet après-midi où je dois opérer une patiente qui vient pour une insuffisance mitrale aiguë massive dans un contexte d'infarctus latéral. Et donc, je l'opère cet après-midi. Pour la rupture de pilier, la plastie est malheureusement rarement possible. Parfois, on peut réimplanter le pilier, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on est très souvent obligé de faire un remplacement valvulaire mitral. Alors parfois, c'est la rupture, autre complication de l'infarctus, rupture du ventricule gauche en péricarde libre. Le patient fait un choc. Ça nous est arrivé il y a encore une quinzaine de jours, où le patient était en choc catastrophique aux urgences en sas de déchocage. Le cardiologue qui s'en est occupé a drainé le patient en catastrophe pour permettre de rétablir une hémodynamique. Il a saigné des litres et des litres et des litres avant qu'on le pousse au bloc. Il est arrivé en arrêt cardiaque réfractaire au bloc opératoire parce qu'il a fait un arrêt dans l'ascenseur. On a fait d'abord, on a mis une assistance de sauvetage pour pouvoir le permettre simplement dans le lit, massé, pour pouvoir le mettre sur la table d'opération. On a fait la sternotomie, tout a explosé évidemment, parce qu'en fait, ce n'était pas une rupture de VG, c'était une rupture de l'aorte. Et malheureusement, le malade avait un pH de démarrage à 6,7 et on l'a sorti du bloc, mais il a fini par décéder des complications évidemment de cet arrêt réfractaire. Donc, quand c'est une rupture du VG, on va mettre des points sur téflon pour assumer l'hémostase à l'endroit où ça saigne. Parfois, on est obligé de mettre la CEC de retransfusion, puisque ça saigne parfois massivement. Il faut qu'on puisse le retransfuser. Parfois, on est même obligé de clamper pour laisser le cœur non tendu pendant la suture. Et on utilise bien volontiers des cols biologiques qui permettent de parfaire l'hémostase. Alors, parfois, c'est une tamponnade. Donc, comme ici, on a, donc, là, vous avez l'échographie qui retrouve donc un cœur qui est comprimé, dyspnée, douleur thoracique et tamponnade. Et à ce moment-là, on va ouvrir le péricarde et gérer la cause du saignement et drainer ensuite le patient une fois qu'on a fait l'hémostase. Alors parfois, douleur thoracique et dyspnée, on a la surprise de tomber sur ça. Alors là, vous avez l'oreillette gauche, là, vous avez le ventricule gauche, et vous avez ce truc-là à l'intérieur de l'oreillette gauche. Et vous voyez, ce qui est quand même assez rare, c'est qu'on a un flux extrêmement accéléré dans l'oreillette gauche. Et ça, c'est un myxome de l'oreillette gauche. De temps en temps, on opère des RM aigus. C'est la seule cause de rétrécissement mitral aigu. On en a fait un il y a 3 semaines qui est arrivé en OAP. On l'a opéré en catastrophe. Et, dès son arrivée, c'était évidemment un malade de Mayotte. Et on lui a fait une exérèse monobloc avec une ablation complète du pédicule d'implantation et un remplacement du septum interauriculaire, ce qui permet de guérir les malades, puisque une fois qu'on a enlevé le septum, la partie d'implantation, ils sont totalement guéris. Ça, c'est un autre cas. Vous voyez, il n'y a pas de doute sur le diagnostic. Cette énorme masse qui prolabe et qui va obstruer l'orifice valvulaire. Alors parfois, le malade est également, il a une douleur thoracique, il est essoufflé, mais il est aussi fébrile. Et
ça peut être à ce moment-là une endocardite aiguë, comme cette nuit, puisque moi je sors du bloc opératoire, j'ai passé toute la nuit au bloc opératoire, et je vais vous montrer d'ailleurs les images de l'intervention de cette nuit. Donc ici vous avez une endocardite mitrale avec une végétation ici. Vous avez l'image 3D. Quand on a le bonheur d'avoir... elle est un peu tronquée, mais non, là on ne la voit pas. Elle est soit mitrale, soit aortique. Et l'objectif... On ne voit pas bien, l'image est tronquée, mais bon. L'objectif est multiple. La première chose, c'est d'éviter le risque embolique quand les végétations sont de grande taille, de corriger les fuites, et on essaye le plus souvent de faire des plastiques quand c'est possible, de faire une chirurgie carcinologique, c'est-à-dire qui enlève tous les tissus infectés, c'est très important, et qui reconstruit ce qui a été enlevé. Donc cette nuit, voilà la situation. Un malade de Mayotte de 48 ans qui se présente à Mayotte avec 42 fièvres, un état de choc, une échographie faite par l'urgentiste qui nous appelle immédiatement en disant voilà, le patient va très mal, il a 10 de tension, une diastolique effondrée, je vois une énorme endocardite aortique avec une fuite massive, et il va très mal. Le réanimateur arrive, il se met en choc cardiogénique, il l'intube, il fait un premier arrêt cardiaque qui est réanimé au bout de 7 minutes après des injections d'adrénaline, puis il fait un deuxième arrêt cardiaque qui nécessite là encore 8 mg d'adrénaline, tout ça à Mayotte. Donc nous on dit vous le transférez en catastrophe, donc il est transféré, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à lui faire prendre l'avion de cette nuit. Il est arrivé à 11h au CHU, l'avion a atterri à 10h, il était à 11h au CHU. Quand il est arrivé, il était mochissime. Rapidement, il a été poussé au bloc opératoire. Et après techniquage, donc voilà, ça c'est son scope de démarrage. Vous voyez qu'il a une saturation effondrée, 86, qu'il a une diastolique extrêmement basse, 132, qu'il est à 133. À ce moment-là, il a 3 mg/h d'adrénaline, 10 gamma-kilominutes de dobutamine, il ne pisse plus, bien entendu, il est en défaillance multi-organes, un urique avec 300 de créate, 300 d'azatalate, un TP et un facteur 5 qui sont effondrés, un lactate à 2,7. Et donc, évidemment, on l'a en catastrophe opéré. Voilà l'échographie. Donc, vous voyez qu'il y a en plus une dysfonction VG absolument épouvantable. La fraction d'éjection est effondrée de l'ordre de 10 à 15%, avec un VD qui est lui aussi à plat. On a donc cette image d'énorme endocardite aortique avec une très grosse végète qui fait environ 2 cm et une fuite aortique qui explique en grande partie le tableau. Alors, je lui ai fait donc un remplacement de la valve, une reconstruction de l'anneau parce qu'il y avait un abcès de l'anneau juste au niveau du sinus non coronaire, un abcès d'environ 2 cm. Je lui ai mis bien sûr une bioprothèse et on est sorti sous assistance systématique en centrale, c'est-à-dire avec une canule d'admission qu'on a mis par voie veineuse fémorale droite, une réinjection qui arrive ici tunnelisée dans le thorax et qui arrive sur l'aorte ascendante, et une décharge gauche, parce que le VG évidemment était totalement incompétent, comme vous l'aviez vu en préopératoire, mais évidemment après le clampage, il n'était pas mieux. Une décharge gauche qui permet de maintenir un ventricule gauche qui sera perfusé avec une pression télédiastolique du ventricule gauche qui sera très basse et qui permet de lui donner le maximum de chances de récupération. Et ce matin, il est vivant, ce qui est déjà pas mal. Donc, ça, c'était donc à 5h30 du matin. Voilà l'équipe, le perfusionniste, l'IBOD, l'assistante, le docteur Balmier, l'anesthésiste, l'infirmier anesthésiste et l'infirmier de bloc opératoire qui quitte la salle dépité. Voilà. Donc, pour revenir à notre problématique de départ et ce qui nous concerne, et j'espère que le message passera, Brilic plus Arextra plus
cette nuit, par exemple, égale ça, c'est moi. Ça, c'est moi, maintenant, ou après des heures et des heures et des heures et des heures d'hémostase. Donc, si j'ai un message à faire passer, avant de mettre Brilic et Arextra, soyez sûr qu'il n'y a pas de chirurgie dans les 96 heures. Et ça, c'est les recommandations européennes concernant le non-STEMI. It is not recommended to administer routine pre-treatment with a P2Y12 receptor inhibitor in patients in whom coronary anatomy is not known. And an early invasive management is planned. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas faire de ces médicaments-là avant d'avoir la coronarographie. Ou alors, attendez que je parte en vacances. Merci.